Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3 ans à peu près, on a fait une suite de vidéos tuto en mode formation sur TopSolid de base, on reprenait tout depuis la base, sur une version 6.19. Ils viennent de sortir la 6.27, donc on a un petit facile 8 ans d'écart. Et bien écoutez, je vous propose de redécouvrir ça, pour ceux qui connaissent déjà, et pour les nouveaux utilisateurs, de découvrir une version à jour sur Internet. Ça peut faire plaisir d'avoir la même version sur laquelle on bosse et la même version sur laquelle on va pouvoir apprendre. Et du coup, je vous propose une série qui devrait faire a priori, une fois terminée, je dirais une bonne dizaine de vidéos. Et on va reprendre les bases comme si on redécouvrait le logiciel depuis zéro. L'idée, c'est que n'importe qui va arriver sur les vidéos peut suivre, peut comprendre, peut découvrir et apprendre plein de choses. Alors, je vous propose de faire ça un peu amélioré, parce que je m'en rends compte aussi tout simplement quand je vous rencontre dans diverses entreprises. On va parler top solide, évidemment, hein, mais pas que. On va parler agencement, on va parler technique de conception, et je vous propose de faire ça tout au long des vidéos. Entre guillemets, je ne vais pas faire de points spécifiques à part. Et l'idée, c'est qu'on augmente un peu le niveau de formation et qu'on ne se contente pas de dire tu cliques sur le bouton, ça fait ça. Certes, mais pourquoi on cherchera à faire ça et pas autrement? Parce que sur top solide, il y a plein de façons de faire. L'idée, c'est qu'on ait une trame à suivre et quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour avancer au quotidien. Eh ben écoutez, formation depuis la base, les bases, c'est parti. Nous voilà devant la fenêtre de démarrage de TopSolid une fois qu'on l'a lancé pour la première fois. Avec une licence valide, vous remarquerez que je ne suis pas en mode démonstration pour la vidéo. Si jamais c'est votre cas, eh bien sachez qu'en fait vous aurez de toute façon accès à toutes les fonctions de TopSolid. En effet, la seule qui vous manquera, c'est le fait de pouvoir sauvegarder. Alors essentiel certes, mais pour apprendre à manipuler aujourd'hui, ce ne sera pas tellement un problème. Afin de faciliter les choses, vu que je suis un vieux, j'ai certains réflexes sur le logiciel, et du coup, pour que vous zappiez pas quelque chose que j'aurais pu faire en validant avec un clic gauche, un clic droit un peu vite, vous pourrez noter qu'un clic gauche sera fait à l'écran, vous voyez, d'un petit bouton jaune, et que vous aurez un rappel ici, en haut à droite de l'écran, du bouton que j'ai cliqué. Lorsque je ferai un clic droit, on aura un petit cercle orange avec l'indication clic droit là-haut également pour voir ce qu'on enchaîne comme clic. Notez que quand je ferai CTRL-clic également, vous aurez, voyez en haut, l'affichage de ce qui se passe concrètement sur ma souris pour que vous puissiez comprendre comment j'ai pu faire telle ou telle action si jamais je vais un peu vite. Je vous propose de démarrer tout simplement en découvrant ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là. On a en haut les boutons habituels, nouveau et ouvrir, qui vont permettre de lancer soit un nouveau document, soit d'en ouvrir un existant. Barre alpha, pour le moment, on la laisse de côté. On va la garder en haut. Si elle ne l'est pas, je vous conseille de la voir. Si elle n'apparaît pas, on la raffichera plus tard, vous inquiétez pas. On a un espace au milieu ici, documents récents, où au fur et à mesure qu'on va travailler et enregistrer des documents, ils vont tout simplement venir se mettre là, les uns après les autres, icône après icône, et ça sera tout simplement des moyens de les ouvrir plus rapidement. On verra qu'on peut aussi en éditer certains pour qu'ils soient, on verra aussi qu'on peut en épingler certains pour qu'ils restent là, entre guillemets, jusqu'à ce que vous le souhaitiez, et que vous puissiez donc les rappeler et les retrouver beaucoup plus facilement. Vous retrouverez sur la partie de gauche ici une série d'icônes, on va dire, qui vous emmènent sur différents endroits. Donc certains qui vous emmènent sur la plateforme Learning, sur la plateforme d'achat, sur le Facebook, sur le Twitter, sur la version YouTube, sur le forum aussi, forum que je vous conseille vivement d'aller vous inscrire. Si jamais c'est pas le cas, faites un petit effort. En vrai, ça vaut le coup. Il y a masse d'utilisateurs qui passent là-dessus et qui ont, pour certains, leur avis à donner, et des fois pas mal d'expérience, puisque souvent les problématiques que vous rencontrez, d'autres les ont eues. Et on a donc une section bois où on va pouvoir venir poser les questions et éventuellement avoir les réponses d'autres utilisateurs, moi y compris, quand on a du temps à passer dessus. On a en dessous une petite vidéo d'astuce qui vous renverra vers une chaîne YouTube de Top Solid pour pouvoir voir ça. Une autre juste en dessous, ou pareil, qui va vous renvoyer vers des éléments d'astuce, et enfin des éléments news de top solide, vous pouvez faire défiler. Donc ce bandeau-là, d'accord, ça va pas être le plus intéressant pour vous tous les jours. On va retrouver ici, dans la partie de gauche, en fait, la même fonction que si je faisais nouveau ici. Si je lance un design pad modèle, c'est l'équivalent de cliquer sur nouveau ici, qui me fait apparaître la fenêtre, et vous voyez, design pad modèle. Cette fenêtre de nouveau document, elle est coupée en deux parties pour certains d'entre vous, en trois pour d'autres.
peut-être même en plus si vous avez des modules différents. L'idée, c'est que dans TopSolid, on dessine d'abord, on va dire, dans un espace en 3 dimensions. Ensuite, on peut faire les plans depuis ces documents en 3 dimensions. Et ensuite, on peut faire les usinages d'après les pièces qu'on aura dessinées dans l'espace en 3 dimensions. Ça va être une règle assez générale dans TopSolid. Le 3D est maître, c'est-à-dire que quand vous voulez que des modifs soient répercutés à travers vos documents TopSolid, on ne va pas faire ça au hasard, on va partir le plus souvent, pour pas dire 99,9% du temps, du 3D. Ensuite, pas de modèle. Pourquoi? Bah parce qu'on a ici une petite double flèche, et on peut avoir des modèles enregistrés, donc il y en a proposés par TopSolid. Il y en a que vous pouvez vous créer vous. Personnellement, c'est ce que je conseille de faire assez vite quand vous travaillez avec en entreprise, pour avoir vos éléments à vous, et avoir un modèle personnalisé qui va répondre à vos besoins. On aura la même chose pour les plans. On va avoir des modèles de plans qui sont proposés par TopSolid de base. Et même chose pour le bootcamp, avec entre guillemets des scènes dites génériques pour pouvoir faire des éléments, même si en entreprise, évidemment, ils vous fournissent un template de votre machine, bien sûr. On va commencer tout doucement, hop, sur pas de modèle. On fait OK. Lorsqu'on arrive là, on a un écran bleu avec un énorme repère au centre qui apparaît. On voit, on va dire, les axes pardon, qui s'affichent ici, X, Y et Z qui semblent être dans notre direction. Un cube orienté nord, sud, est, ouest avec marqué dessus ici. La barre alpha qui est toujours là-haut et un bandeau de commande cette fois qui s'est prodigieusement fourni. On va retrouver les commandes de base, nouveau, ouvrir, enregistrer, jusque-là sans grande surprise, qui se trouve évidemment dans la commande fichier, nouveau, ouvrir, on va retrouver fermer, fermer tout. Vous voyez qu'on a un système d'onglets ici. On peut avoir donc plusieurs onglets en même temps, c'est-à-dire que si j'avais fait nouveau, et encore un nouveau document, et j'ai un deuxième onglet qui apparaît. On a des commandes sur chaque onglet. On peut enregistrer, on peut faire fermer. Quand il y en a plusieurs, on peut lancer des commandes pour en fermer plusieurs d'un coup, pour en enregistrer plusieurs d'un coup. Vous voyez, hop, si je reclique sur nouveau, que je fais OK, j'ai deux documents. Je vais pouvoir cette fois enregistrer tout et fermer tout sauf celui-ci par exemple. Hop, il va me conserver que le document que j'ai souhaité garder. On ne va pas décortiquer toutes les icônes tout de suite, évidemment, vous vous en doutez, on va les apprendre au fur et à mesure. Je vous propose de nous consacrer dans cette première vidéo à cette touche esquisse. Quand je clique dessus, vous voyez que le bandeau en haut dynamique change. Notez que d'ailleurs il changerait pour chaque module sur lequel je vais cliquer. Et on va se concentrer donc, disais-je, sur celui d'esquisse. On a un petit feu vert pour débuter une nouvelle esquisse. On va cliquer dessus. Il me demande si je veux travailler dans le repère courant ou éventuellement de sélectionner un plan. Là, bah, on va tout simplement utiliser le repère courant, on n'en a qu'un seul pour le moment, et puis je vous dirai qu'on ne sait même pas en créer d'autres encore. Hop, repère courant. Vous noterez que dès le moment où j'ai fait ça, un petit liseré vert, vous voyez, sur le contour de l'écran, tout là, tout le tour de l'écran est apparu. Hop. Ce petit liseré vert, ça veut dire qu'on est dans une esquisse, et qu'on ne va pas pouvoir toucher aux autres éléments, à part ce qui est dans cette esquisse. Quand je la ferme, vous voyez aussi, ici, fin d'esquisse, hop, quand je termine, le petit liseré vert redisparaît, je suis libéré, je retombe bien dans ma zone 3D. Je reclique sur mon départ, repère court. Fonction créer contour. On clique. On laisse les options, on va juste au bout. Profil ou point de départ. Je peux dézoomer avec la roulette vers l'avant ou vers l'arrière selon le réglage que vous souhaitez. En général, zoom vers l'avant, éloigne. Zoom vers l'arrière, rapproche de vous l'écran, en tout cas ce qui se trouve à l'écran. Et donc profil ou point de départ, on va pouvoir cliquer. Et vous voyez que dès le moment où on a posé un point, on part en trait directement. Hop, petites options. Le type de trait qu'on va pouvoir enchaîner dépend de ce qui a été sélectionné. Par défaut, il est sur intersection. Et on voit qu'en fait, si j'enchaîne, je vais pouvoir tracer des traits comme je le souhaite, peu n'importe comment. Je peux éventuellement les mettre à l'équerre. Je peux avoir des contraintes qui vont s'afficher par défaut. Vous voyez, là, il me fait un alignement avec le point qui est là-bas, là avec le point qui est là-haut. Si je viens ici avec celui qui est là, ça peut être éventuellement une perpendicularité que je viens chercher ici. Et si, admettons, je viens de relier à l'origine, on voit qu'il me fait un contour fermé,
Parce qu'il me hachure la zone à l'intérieur, et on voit que ici j'ai demandé un équerrage et qu'il m'a mis une contrainte d'équerre, juste là, de perpendicularité plutôt. Si je termine mon esquisse, elle apparaît en blanc, elle est ici au milieu de ma zone. Si, au hasard, je prends la petite poubelle pour détruire un élément, je ne vais pas détruire trait par trait, ça va détruire toute l'esquisse en une seule fois. Bye bye. Mettons que, à nouveau, je redessine une esquisse. Hop. Si cette fois, au sein de l'esquisse, tant que j'ai le liseré vert et que je suis dans cette esquisse précisément, si je prends le bouton détruire, cette fois, je vais bien pouvoir choisir trait par trait ce que je souhaite détruire et non pas l'esquisse tout entière. Le fait qu'elle ne forme pas un contour terminé n'est pas forcément une obligation, encore une fois, ça dépend de votre besoin. Pour faire des pièces, on aura besoin de contours fermés, vous vous en doutez. Et donc si je ferme l'esquisse, pas de problème, et cette fois-ci je supprime, j'ai les deux traits qui vont partir. Hop. Repère courant, on démarre. Cette fois, on va utiliser la fonction rectangulaire, juste ici. Hop, on clique gauche. On pose un premier point, on pose un deuxième. On peut éventuellement lui demander de le coter automatiquement. Vous voyez qu'il vient me poser les deux cotes juste le long du rectangle. On peut lui demander d'imposer des contraintes de symétrie, c'est-à-dire qu'il se cale par rapport aux axes X et Y. Vous voyez, contrainte ici sur X, on va dire que oui par exemple, et donc là il s'est centré en hauteur. Et je vais dire, tiens, pas sur Y, pourquoi pas. On va prendre l'outil cotation. Donc cotation ici va me permettre de rajouter des cotes. On est d'accord, on l'a centré sur la hauteur, mais ça veut aussi dire que notre rectangle est pour le moment libre de bouger dans sa largeur. Si je veux le figer par exemple, je peux lui dire que ce trait du rectangle, sur l'axe Y ici, je pose ma cote, et une fois qu'elle est posée, je peux lui donner une dimension et je vais lui dire que ce soit 50, je fais un trait. Il est venu se mettre à 50 du repère, centré sur la hauteur. Si je souhaite modifier une des cotes, plusieurs options, il y a très longtemps c'était différent, mais aujourd'hui vous pouvez prendre modifier paramètres ou clé plate. Vous pourrez noter que vous n'avez pas tout à fait le même fonctionnement, c'est quelque chose qu'on affinera plus tard. Mais clé plate sur un élément, de manière générale, va vous permettre de le modifier. Vous voyez, j'ai accès ici, je peux revenir sur l'histoire des contraintes, je peux modifier ici la valeur de la cote, et notez qu'une fois que vous avez fait clé plate, en fait, vous n'avez même pas besoin de venir cliquer ici. Regardez, je ne touche à rien, par défaut, il nous a mis, vous voyez, le petit curseur dans nouvelle position. Si là, je tape 522, et que je fais Entrée, il a directement compris qu'on voulait placer ça dans l'espace de cote qui est à côté, et l'a remplacé directement. Si je fais pareil sur les 390, hop, j'ai fait mon coup de clé plate, je tape une valeur, mettons 153, je fais entrer. Vous noterez deux choses. Un, bah, il a changé la cote, c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Et surtout, il s'est adapté tout seul. On a dit qu'il fallait que cette cote soit centrée sur l'axe X. Il a bien réduit de bonne manière, de manière à ce que le rectangle soit également équilibré entre la partie au-dessus de l'axe X et la partie en dessous. Et les esquisses, on peut en faire plusieurs. Là, par exemple, on en a une première. D'ailleurs, notez que pour la modifier, parce qu'on ne va pas toutes les détruire quand même, si, réflexe, je prends ma clé plate et que je clique dessus, il me rouvre l'esquisse et j'ai de nouveau accès aux éléments. Vous pourrez aussi noter d'ailleurs, j'en parle, les traits étaient orange au départ, ils sont devenus verts. Ils sont devenus verts parce que TopSolid considère que l'esquisse est entièrement contrainte et que les éléments ne peuvent plus bouger. Hop, si on refait un deuxième rectangle, ici, repère courant, on prend là, rectangulaire, hop, nos traits sont orange, et au fur et à mesure que je vais leur imposer des contraintes qui les empêchent de bouger, donc si là par exemple, je dis qu'il y a une cote de 270 entre ces deux traits-là, ce trait-là ne peut plus bouger. Du coup, il est figé, il passe en vert. Si je donne une dimension, ici, de 200, le trait d'en face ne peut plus bouger non plus. On est d'accord que par contre, nouveau petit icône, déplacer par an, ici le petit diable, si je clique là-dessus, et que je clique sur un élément qui peut bouger, je vais pouvoir le déplacer dans la mesure du possible, on est d'accord. Si je sélectionne ici ce trait-là, vous voyez que bien que j'ai pu le sélectionner,
nouvelle position, élément à déplacer, si j'essaye l'autre, il me demande sa nouvelle position, et on voit bien que dynamiquement, à l'écran, il ne se passe pas grand-chose, hein. Et quand je vais recliquer, eh ben, rien n'a bougé. Heureusement, vous me direz, on a nos cotes qui ont figé les éléments. Si je choisis de mettre une cote, encore une fois, ici, hop, 300, cette fois, les deux traits entre eux sont contraints, mais ils peuvent encore bouger l'un avec l'autre. Si j'en prends un, vous voyez, cette fois, je déplace l'ensemble du rectangle, alors que tout à l'heure, je déplaçais qu'un seul des deux côtés. Donc il me faut une autre contrainte, et je vous propose d'aller voir autre chose que les cotes. Il y a en effet un petit bouton contrainte. Dans ces contraintes, on va avoir tout un tas d'options ici sous forme de petites icônes. Mes vieux yeux, vous les pardonnerez, sont pas les meilleurs du monde. Du coup, en général, moi, je passe par ici pour avoir les éléments de manière textuelle et être sûr de ne pas me planter dans ce que je fais, même si vous me direz, sur le principe, les symboles sont relativement clairs. On peut imposer donc des contraintes de perpendicularité, d'alignement, de parallélisme, d'orientation, de tangence, de coïncidence, de concentricité. On aura le temps de les voir au fur et à mesure des vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de voir alignement, par exemple. Hop. Si je lui dis que ce trait-ci est aligné à ce trait-là, forcément, on a mis un alignement entre cette arête et celle-ci. On est donc positionné par là et ensuite une cote à 300. De nouveau, on est contraint. Notez que si je peux supprimer n'importe quel élément que j'ai rajouté, si je décide de supprimer la cote qui est ici, je libère donc de la même manière les deux autres arêtes du rectangle. Hop. Et que je peux de la même manière demander un alignement par exemple entre celle-ci et celle-ci. Nouveau cas, toujours en esquisse, nouvelle esquisse, repère courant. Hop, je vais dessiner volontairement des choses. Hop, et hop. Donc là, j'ai une forme totalement bâtarde. Je vais pouvoir lui donner des contraintes pour qu'elle finisse par ressembler à ce que je veux. Par exemple, je vais pouvoir mettre une perpendicularité entre cette arête et cette arête. Et vous voyez qu'ici, il est venu me rajouter la petite contrainte qu'on peut voir ici. Je vais lui demander un alignement de cette arête-ci avec celle-ci. Je vais lui demander, hop, si je mets une cote entre ce trait-ci et ce trait-là. Comme les arêtes ne sont pas parallèles entre elles, il me propose directement une cote angulaire. Et je vais lui dire que par exemple, je veux 135 degrés entre ces deux-là. Je vais pouvoir lui dire par exemple, ensuite, parallèle, que celle-ci est parallèle à celle-là. Notez que comme l'angle est figé, si je reviens en arrière avec le petit bouton ici défaire, hop, et hop, vous voyez, je remonte les actions jusqu'à retrouver parallèle ici. Si j'avais dit que je veux celle-ci parallèle à celle-là, on est d'accord, c'est quand même celle-ci qui bouge. Vu que la première est contrainte par l'angle de 135 degrés, il est logique que ce soit la deuxième qui s'ajuste et non pas l'inverse. Dans ce cas-là, l'ordre de clic, on va dire, n'a pas spécialement d'importance. C'est la contrainte qui va s'imposer d'elle-même. Je vais pouvoir lui dire, par exemple, que cet angle, par rapport à ce trait ici, a 50 mm d'écart. Que celle-ci, par rapport à celle-ci, on a à nouveau 135 degrés. Je vais pouvoir dire qu'entre ça et ça, on a 500. Et là, il se produit quelque chose, une nouvelle bizarrerie qu'on n'avait pas vue jusque-là. Il nous a mis hop, une cote en rouge qu'on va voir se rafficher, un truc qui s'appelle synthèse de la mise à jour. Et ça, vous verrez que dès qu'on fait des bêtises, ou même quand on sait ce qu'on fait d'ailleurs, ça finit par apparaître quand on lui fait des modifs qu'il aime pas trop. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va tenter, on est des foufous, hein, on essaye, on est là pour ça. On fait mise à jour avec réparation, on fait OK. Alors, il nous explique qu'on a une cote redondante, il nous l'a mise en rouge. Qu'est-ce qui se passe? Bah, géométriquement, vous voyez, on a deux angles à 135, on a un coin ici d'équerre et une contrainte de 500. Et bien en fait, on a une cote de trop, tout simplement. Pour lui, l'angle ici à 135, il est quelque part imposé par le cumul des angles et par les éléments qu'on a donnés. Si ces deux arêtes sont parallèles, ces deux arêtes sont parallèles également.
Si j'ai une cote de 500, alors l'angle d'ici est forcément égal à l'angle du haut. Géométrie de base, certes. Mais du coup, il va estimer que l'esquisse est sur contrainte. Et ça, c'est un problème. Pour lui, on ne peut pas avoir plus de contraintes qu'il n'en faut, sinon on a un souci pour toutes les respecter. Vous noterez qu'il nous a fait afficher un petit point d'interrogation, ça sera votre pire ennemi. Dès que vous verrez un petit point d'interrogation, stop à tout ce que vous faites, vous devez chercher l'erreur qui s'est produite. Là, elle est facile à trouver, il nous la met en surveillance. On va détruire, et vu que l'angle est imposé de lui-même, vous voyez, dès que je détruis, je retrouve la même chose que tout à l'heure, mais cette fois, quand je vais faire continuer tout, et OK, on voit qu'on est libéré, l'esquisse, il n'y a plus de rouge, le point d'interrogation a disparu, et je vais pouvoir éventuellement continuer à contraindre, et ça devrait plus être bien difficile. Il va nous rester une cote à mettre ici, par exemple. Hop là, 200. Et il nous reste une cote de longueur, soit en haut, soit en bas, qu'on va mettre, je ne sais pas moi, à 600. Encore une fois, dès le moment où notre esquisse est entièrement contrainte, tous les éléments sont devenus verts, je termine mon esquisse, je suis sûr qu'elle ne bougera plus. Et je vous propose de faire notre première petite pièce. On lance notre nouveau document, on lance notre nouvelle esquisse, on fait repère courant, et je peux commencer à tracer. Je vais faire une forme un peu au pif, pas vraiment, mais je vais volontairement me l'obliger, comme ça nous fera mettre de contraintes. Le but c'est quand même de manipuler, pas juste de faire vite et bête. Hop, 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 et hop. Et on va commencer à jouer. Alignement, je vais me dire que celle-ci s'aligne avec l'axe X, que celle-ci s'aligne avec l'axe Y. Vous voyez qu'il m'a déplacé des choses. D'ailleurs, en parlant de déplacer, hop, notre petit diable, on peut le récupérer ici, et je peux venir ici et par exemple déplacer des points pour les remettre là où ça m'arrangera éventuellement. Notez que dès le moment où j'arrive à une certaine position, il me propose de rajouter de lui-même une contrainte. Si je cliquais maintenant, il me mettrait en même temps que le déplacement, il me collerait la contrainte de perpendicularité. Dès le moment où je m'en éloigne suffisamment, vous voyez, il ne me propose plus rien et je redeviens simplement sur un déplacement basique du point. C'est vraiment le fait d'arriver ici dans cette zone proche de la perpendiculaire qui fait qu'il me la propose. Si je ne la veux pas, juste à le poser à côté. Si jamais je l'avais voulu, hop, petit bouton défaire, on revient en arrière. Je récupère donc mon mouvement, et si je la veux, hop, il me suffit de cliquer dès le moment où je suis dans la zone, et vous voyez, il vient se poser ici directement avec la contrainte de perpendicularité. Si j'en veux une en haut aussi, pourquoi pas? Eh ben non. Feinte. Cote entre ces deux éléments. Et là, je vais lui dire que, par exemple, on a 100 degrés. Hop. Si jamais je souhaite enlever la perpendicularité qui s'est placée ici, je prends ma petite poubelle. Et attention, je ne sélectionne surtout pas les traits, hein, ce serait dommage. Je sélectionne ici la représentation de perpendiculaire. Je clique dessus. Elle a désormais disparu. Et si par exemple j'applique une nouvelle perpendicularité, cette fois entre ici et là, hop, perpendiculaire, 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 libre, 100 degrés, tout va bien. Mettons que ici j'ai une pièce qui fasse longueur 600. Dans ce sens-là, 350. Que j'ai une partie ici qui fasse 120. Hop, vous voyez que pour tenir la cote, il est venu me faire une petite bêtise. Hop. Je peux les redéplacer encore une fois pour les ramener là où moi je le souhaite. Parce que oui, je voulais 120, mais je voulais pas 120 là-haut, on est d'accord. Donc il y a des fois la résolution d'esquisse de Top Solid n'est pas forcément celle qu'on souhaite, c'est pas grave. On peut redéplacer les éléments comme on vient de le faire. Hop. Et nouvelle contrainte, je vais dire qu'ici, on a une largeur de 55. Techniquement, on pourrait se dire qu'on a terminé, en effet, on est entièrement contraint, mais on va faire des petits ajustements. Dans notre fonction d'esquisse, on a tout un tas de choses, et on a ici par exemple la fonction congé. Congé va me permettre de faire un arrondi, donc, pour lequel je vais donner le rayon. Donc si par exemple je veux un congé de 35 mm, je tape mes 35. Ensuite, dans profil à modifier, ou en faisant entrer, vous voyez qu'il me place le curseur dans profil à modifier. Dès le moment où je vais m'approcher
d'une arête et d'un des angles, il va deviner dans quel angle je la veux. Bien que je sélectionne cette arête, comme je suis plutôt du côté droit, il va me proposer de faire le congé ici. Si je reviens en arrière et que je clique de l'autre côté, bah, même si c'est la même arête que j'ai sélectionnée, il comprend bien que je le veux plutôt de l'autre côté. Si je reclique à droite, il me propose donc de faire les deux. Vous voyez qu'elles sont pour le moment tracées mais pas réalisées. Il faut encore cliquer là-haut sur le bouton Faire congé. Je vous propose de ne pas cliquer tout de suite dessus. Et j'ai peut-être déjà fait la boulette, mais il y a une fonction particulière dans TopSolid qui fait que, au clic droit, je peux déclencher le premier bouton qui apparaît ici dans le mode de commande. C'est-à-dire que si là, sans remonter là-haut, vous voyez ma souris est au milieu de l'écran, et que je fais clic droit, il a déclenché l'action Faire congé, hop, hop, et les éléments sont faits. Vous verrez que c'est une habitude résolument délicieuse, au point qu'aujourd'hui j'en suis à faire clic droit dans d'autres logiciels pour fermer des fenêtres. Mais si par exemple, vous vous souvenez quand je crée sur contour, je veux faire rectangulaire, j'ai pas besoin de faire rectangulaire, je peux être dans la zone graphique ici et faire un clic droit, et vous voyez, il me déclenche la fonction rectangle. Si là, je veux redéclencher rectangulaire, il me suffit d'enchaîner clic droit, hop, hop. Je peux revenir en arrière, évidemment. Notez d'ailleurs, tant qu'on est sur clic droit, qu'un clic droit rapide réalise le premier bouton qui se trouve ici dans votre bandeau de commande. Mais si vous mainteniez le clic droit, il raffiche sous forme de menu contextuel dans l'espace l'enchaînement des boutons qu'il y avait là-haut. Il y avait rectangulaire et côté auto, il me les raffiche ici. Donc on répète, si ici, oups, pardon, je reviens en arrière. Si ici je fais un clic droit que je maintiens, il m'affiche rectangulaire et côté auto. Donc là par exemple j'ai relâché le clic droit, je peux désormais venir cliquer avec mon clic gauche cette fois sur côté auto, et il va me positionner les éléments. Je fais OK, et je vais supprimer tout ça, c'était juste la petite parenthèse pour nos éléments. Hop, et hop. Fort de ce petit interlude du clic droit, on va pouvoir continuer des choses. J'ai ici l'élément chanfrein. Je vais donner une longueur, mettons de 35 lui aussi. Un angle, je vais lui dire 45. Je vais cliquer sur mon profil à modifier. Et quand je clique là, vous voyez, il me propose directement la même chose. Hein. Il me présente ce que ça va donner, mais il ne le fait pas. Bon, bah vous avez compris le délire. Si maintenant je fais clic droit pour faire l'équivalent de l'action qui est là-haut, faire chanfrein, hop, il l'actionne et il le réalise en plaçant la cote de 35 et l'angle de 45. Si je souhaite un autre congé, que je veux un rayon de congé, cette fois, de, je sais pas moi, 30 seulement, hop, je fais entrer, que mon profil à modifier est juste ici, clic droit, faire congé, et il le réalise. Je termine mon esquisse. Si on souhaite remodifier cette esquisse, on se rappelle, on prend la clé plate, et hop, on vient directement dessus, ici. Je peux modifier les éléments à nouveau avec la clé plate. Je clique sur ma clé plate, et si ici, en dimension, ça ne fait plus 600, mais 700, je peux venir là-haut, modifier, faire entrer. Normalement, dès que je valide, hop, on a bien notre tracé. On va voir maintenant la fonction pour créer une pièce à partir d'une esquisse. Dans Forme, ici, Extruder, hop, il me demande le profil ou le texte générateur. Je vais pouvoir cliquer ici sur mon esquisse. Si je pars vers le haut ou vers le bas, hop, vous voyez qu'on a un petit compteur qui fait défiler la hauteur éventuelle. Je peux manuellement renseigner une hauteur. Je la veux en 30 dp. Et quand je vais faire entrer, il me crée la pièce. Je peux l'orienter. Soit c'était vers le bas, soit c'était vers le haut. Hop, on revient en arrière. On a un mode ici, alignement marqué normal. La différence, c'est tout simplement le mode centré. Vous voyez, si au lieu de partir vers le haut ou vers le bas, je peux choisir par rapport à mon tracé d'étendre dans les deux directions en même temps. Et quand je mets 30, il va bien faire 30 en répartissant pour faire 15 et 15 par rapport au tracé qu'on avait avant. Nouveau bouton. Je vous propose de cliquer ici, vue de dessus,
et zoom global. Maintenant qu'on est revenu là, on est d'accord, jusque-là on était en 2D, maintenant on est en 3D, il va falloir qu'on apprenne à se déplacer dans l'espace. La première chose, clic roulette. Si vous cliquez sur votre roulette, et que vous la maintenez appuyée, vous pouvez déplacer l'ensemble des éléments au sein de votre écran. On peut donc toujours dézoomer. Maintenant, on va apprendre à faire tourner une pièce, ou en tout cas un ensemble dans l'espace 3D. Vous allez appuyer sur la touche CTRL sur votre clavier, puis clic gauche. Et le moment où vous faites ça, vous voyez, il y a une petite main qui apparaît, et en fait, vous pouvez faire tourner dans tous les sens l'objet qui est devant vous. Il y a plusieurs façons de le faire tourner, hein, ça c'est vous qui voyez. Hop, et à chaque fois, vous avez un contrôle-clic comme ça qui s'effectue. Hop là. Notez que vous avez plusieurs types de rotation. Ici, vous avez un élément normalement configuration de la barre d'état. Et vous avez juste ici rotation libre. Personnellement, j'ai appris avec ça pendant des années, j'utilise quasiment que ça. Mais il y en a qui préfèrent très largement Orbital Z. Vous verrez, testez les deux modes de rotation, c'est différent. Moi, ça me perturbe énormément. Orbital Z, je suis en galère avec ça. J'ai l'impression de me battre contre mon top solide en permanence parce que j'ai appris à me débrouiller sans. Mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui préfèrent ce mode-là. Donc je vous laisserai essayer l'un ou l'autre. À vous d'essayer, faites vos tests et voyez avec quoi vous êtes le plus à l'aise quand vous avez besoin de bouger. Donc je répète, CTRL-clic gauche. Hop. On va avoir ici les éléments pour faire rotationner, quel magnifique mot, notre pièce. Et le clic molette, hop, on vient, on reste appuyé. Et tant que je ne la lâche pas, on a ce truc-là. Notez que ce mouvement peut se faire également avec majuscule et clic. Hop, et si je fais majuscule clic, j'ai la même chose que mon clic molette. Et voilà. Bon, maintenant, on sait se placer. On sait se remettre en vue de dessus et faire un zoom global qui nous remet la pièce en plein écran. On va apprendre également à changer les choses de couleur pour pouvoir les différencier. Par exemple, là, vous voyez, j'ai accès à toute une palette de couleurs, qui est ce qu'elle est, peu importe. Je vais choisir, tiens, le vert, magnifique. Si je clique ici sur ma couleur verte, il me demande quel élément je veux changer de couleur. Si je clique sur ma pièce devient verte. Vous avez compris le délire. Si je la demande en rose, je vais juste changer la couleur, hein. Vous voyez qu'il ne me demande pas qu'est-ce que je dois changer de couleur. Il faut que je reclique sur l'élément ici. Hop, quel élément change de couleur? Celui-ci. Youhou! Si je me remets sur blanc, je vais pouvoir faire une nouvelle esquisse, repère courant, et donc je vais pouvoir tracer une nouvelle esquisse, et cette fois on va prendre ici le petit cercle, hop, rayon, hop, ou diamètre, suivant ce que je veux rentrer. Moi je vais demander un diamètre 35 ici. Je fais entrer. Il me demande le centre. Je vais lui dire que le centre, il est quelque part par là. Je vais ensuite hop, venir le positionner. Je vais dire que par rapport à l'arête du haut ici, elle était à 35. Et que par rapport à celle-ci, on était à 55. De la même manière, notre cercle est figé. Dès le moment où il est défini par son centre et un diamètre ou un rayon, il n'est plus modifiable. Il est donc entièrement contraint et donc bien en vert. Je vais pouvoir terminer mon esquisse. Et venir par exemple, hop, faire une poche. Ici dans bois, poche. Il me demande une phase de référence. Hop, je vais pouvoir sélectionner à partir de quelle phase je souhaite faire mon usinage. Ici. Le profil que je souhaite utiliser, je vais pouvoir sélectionner mon petit cercle qui est là. J'ai une fenêtre pour les propriétés de cette poche. Est-ce que je veux que ce soit débouchant? Si c'est non, je dois donner une profondeur. Si c'est oui, la profondeur est grisée. Et du coup, dès que je fais OK, je vais avoir une poche débouchante à travers toute la pièce. Si je reviens en arrière, je peux lui dire débouchant, non, profondeur, je ne sais pas moi, 12. Je fais OK. Je propose de faire une seconde pièce, hop, pour continuer à manipuler les esquisses. Nouvelle esquisse, repère courant, on est parti. On va cliquer ici sur polygone régulier. Hop, c'est parti, on dézoome un peu pour avoir la place. Je clique sur polygone. Je vais lui dire que je veux quelque chose à 10 sommets, que ça se tient dans un diamètre extérieur de 300. Hop.
et que mon point centre est là. Il m'a donc tracé tout seul un polygone régulier, c'est ce que j'ai demandé, avec 10 sommets, c'est ce que j'ai demandé, et son diamètre extérieur fait 300. Jusque-là, c'est cool, bonne nouvelle. Je vais pouvoir ici mettre fin à mon esquisse directement, faire forme extrudée, venir ici, l'extruder, je ne sais pas moi, sur 19 mm, totalement au hasard, faire entrer. Je vais la changer de couleur, je vais la mettre en vert. Je clique dessus, je clique sur ma pièce, je me remets en blanc pour voir mes tracés. Je vais me remettre en vue de dessus, et cette fois on ne va pas cliquer dans vue de dessus, zoom global. Vous voyez, on va venir ici directement sur le petit cube. Si je double-clique face avant, vous voyez, il se met en face avant et il zoome. Si je fais mon contrôle-clic, vous voyez qu'il va me permettre toujours de tourner. Et si cette fois je chope mon cube en double-cliquant sur la face du dessus, il se met en mode dessus et il fait un zoom global tout seul. Donc en fait, si vous voulez, le cube, c'est un espèce de raccourci, on va dire, entre ici, vue de dessus, vue de droite, vue de gauche, vue de dessous, et un zoom global qui ferait dans la foulée, sur l'ensemble que vous avez dessiné. Une fois que je suis ici, on va cliquer sur le petit volant, vous voyez ici, élément de contrôle. Il me demande quel élément est à traiter, et si je clique sur la pièce, vous voyez, il me raffiche l'esquisse de tout à l'heure. Vous voyez, si je fais ici, on voit le contour en blanc avec les cotes, les éléments. Parfait, hop, on va quitter. Je vais lancer une nouvelle esquisse maintenant que j'ai fait ça, hop, repère courant, hop, je me remets dans ma vue de dessus, là, et nouvelle commande, hop, créer un profil parallèle. Quand je clique dessus, il va me demander le profil de référence. Je peux ici attraper donc le premier profil qu'on vient de faire apparaître, et vous noterez que j'ai soit des éléments qui apparaissent de deux côtés, soit de un côté, en fonction du choix que j'ai fait. Je peux gérer le fait d'être intérieur ou extérieur, et je vais surtout pouvoir donner une distance. Donc mettons que je le veuille à l'intérieur, à 20 mm. Toc. Je vais lui dire 20. Je vais lui imposer ici d'être à l'intérieur, à 20 mm. Je fais entrer. Et il m'a donc positionné, vous voyez, il me demande un contour tout le tour. Il me demande la position de la cote, j'ai plus qu'à la poser à un endroit. Hop. Je termine. J'ai ma première esquisse, j'ai ma seconde esquisse parallèle décalée de 20 mm. Notez que si vous voulez recacher la première, vous pouvez passer par élément de contrôle à nouveau. Toc. Vous pouvez également utiliser les petites lunettes qui sont là. Quand on clique là-dessus, ça permet de rendre invisible des éléments. Vous voyez, élément à rendre invisible. Si je sélectionne ici mon esquisse, hop, elle disparaît. La différence notable avec l'autre, c'est qu'elle n'a fait disparaître que l'esquisse. Vous voyez bien qu'il reste les codes, qu'il me reste les angles et les dimensions. Là où tout à l'heure, si je reviens en arrière, hop, quand je passe par le petit volant, lui il me fait disparaître tout ce qui lui est relié. Et oui, hein, c'est pas parce qu'on fait juste un exercice tout simple qu'on n'en profite pas pour apprendre plein de fonctions. Je vous propose de voir une nouvelle commande. Hop. Et cette fois, bois, rainure. Hop là. La face pour ma rainure, c'est celle-ci. La trajectoire à suivre, ça va être celle-ci. Je fais stop. La pièce à profiler, c'est celle-ci. Je fais stop. Et là, il m'ouvre tout un tas de commandes. La sélection d'outils n'a pas grande importance. En général, c'est géré autrement que ici. La seule importance que ça va avoir, c'est d'avoir choisi un type scie ou un type mèche. Mais là, dans notre cas, on est d'accord qu'on est plutôt sur une mèche d'usinage. On va lui dire qu'on veut un décalage à 0, puisque moi, je la souhaitais directement contre le tracé. On va vouloir une largeur de rainure de, je sais pas moi, 10 mm. On va choisir une profondeur de rainure de 5. Et on va faire OK. Et on se retrouve, hop, si je double-clique vite dessus, tada! Changer de couleur ici, avec les éléments qui sont là. Modifier un élément avec la clé plate. Si je clique ici sur ma forme, notez que j'ai deux comportements.
Si je clique sur le dessus de ma forme, j'ai accès à la commande extruder. Vous voyez, vous vous rappelez quand on a rentré la hauteur ici 19, je peux venir modifier et taper que je veux finalement 25. Hop, OK. Et notez que si j'avais cliqué ici sur la face, on va dire d'un des côtés de la pièce, j'ai une liste déroulante qui me demande si je souhaite modifier ou l'esquisse ou la forme extrudée, et que je peux très bien choisir l'un ou l'autre. Il me les rouvre. Et je peux modifier, par exemple, je ne sais pas, hop, mon diamètre ici. Et si je lui dis que finalement ça rentrait dans 500, logiquement, à la fermeture de l'esquisse, il doit tout reconstruire. Toc. Youpi, tout a suivi. J'ai pas de petits points d'interrogation qui sont apparus. Il m'a pas ouvert de fenêtre pour me dire du mal. Tout va bien. Et bien voilà pour cette première partie découverte, les bases, où on a vu comment créer une pièce à partir d'une esquisse, comment on trace cette esquisse, les petites règles qu'on a, les moyens de se déplacer, de contraindre qu'on a pour faire la forme qu'on souhaite. L'idée maintenant pour vous, avant d'attaquer la deuxième vidéo, encore une fois, je ne dis pas que je fais tout pour vous, bien loin de là. Le but du jeu pour vous, ça va être de manipuler au maximum. Et donc avant la deuxième vidéo, et ben déjà familiarisez-vous avec ce qu'on vient de voir. Faites des esquisses, faites des formes, voyez à quoi ça peut correspondre, faites une planche à découper, retrouvez pourquoi pas l'ancienne vidéo qu'on a fait il y a quelques années pour vous entraîner aussi. L'idée, c'est que ces fonctions deviennent un petit peu plus simples à manipuler, et puis des petites commandes de quand on fait des bêtises. Voilà, j'ai mis une cote, c'est pas la bonne, je veux la modifier, clé plate. J'ai mis une contrainte que je voulais pas, je sais prendre la poubelle, détruire. Je viens de mettre un truc, j'ai été trop loin, je sais faire le petit bouton défaire pour l'annuler, si jamais j'ai fait une grosse bêtise. Quand il y a une erreur qui se crée, ben, pas de panique, hein, on ouvre la fenêtre, on le laisse faire et on voit où est-ce qu'il y a erreur. Et tant qu'il y a un point d'interrogation, eh ben, on lâche pas l'affaire, ou en tout cas, on retente pour essayer et manipuler. Cette première partie, on est resté vraiment soft, hein, parce qu'entre la partie découverte du logiciel, les premières infos, les premiers boutons, en fait, ça fait beaucoup de nouvelles données. Vous verrez qu'on ira beaucoup plus loin dans les prochaines vidéos, évidemment. Le but aujourd'hui, c'était vraiment voilà, de faire la découverte, de voir les premières fonctions et de vous familiariser avec l'interface du logiciel. N'hésitez pas à remanipuler, vérifiez bien les systèmes de rotation, tout ça, le orbital Z, des choses comme ça. Faites-vous aussi la rotation à la main, le contrôle avec le clic pour pouvoir faire. Alors, je vais me permettre un petit instant en promo. Alors, j'ai aucun partenariat, rien du tout, hein, rassurez-vous, je ne suis pas payé pour ça. Vraiment, c'est juste, moi, je vous parle en termes de confort de travail. Donc, je prends une Logitech parce que c'est celle que j'ai, mais concrètement, l'idée, c'est que là-dessus, on a des petits boutons sur les côtés. Et du coup, comme dans TensorFlow, il faut faire CTRL et clic pour pouvoir faire tourner un élément, ou majuscule et clic pour pouvoir faire déplacer un élément, et que c'est relativement pénible de faire ça avec ses doigts. Je vous conseille vivement, en tout cas au sein du logiciel, d'appliquer la touche CTRL là ou là, par exemple, ce qui me permet de faire tout simplement un CTRL et clic directement, pour pas avoir besoin d'avoir la main sur le clavier en permanence pour pouvoir faire tourner des objets dans l'espace parasolide, et c'est quand même vachement plus pratique. Si, je vous assure. Si, vraiment, c'est vraiment plus pratique. Donc après, celle-là ou une autre, qu'importe, l'idée c'est d'avoir des boutons paramétrables, on est d'accord. Éventuellement, vous pouvez rajouter des macros, et surtout les touches CTRL et majuscules qui vont vous faciliter les déplacements au sein du logiciel. Et bien voilà une vidéo de découverte qui commence bien. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour découvrir la suite et pouvoir dessiner des pièces en 3D, et même notre premier meuble tant qu'à faire. Ouais, hein, on n'est pas agenceur pour rien. Donc on est parti dès la deuxième vidéo, on fait des meubles. C'est parti. À la semaine prochaine.